Le Conseil des droits de l'homme va examiner un appel à stopper les ventes d'armes à Israël. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner vendredi un projet de résolution appelant à stopper les ventes d'armes à Israël, qui est engagé dans une guerre sans merci contre le mouvement islamique Hamas et qui a déjà fait près de 33 000 morts à Gaza. Si le texte était adopté, il s'agirait de la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur le conflit qui fait rage depuis le 7 octobre et l'attaque sans précédent du Hamas en Israël qui a fait 1160 morts pour l'essentiel des civils. Le projet de résolution distribué mercredi condamne l'utilisation de la famine comme méthode de guerre à Gaza et demande à Israël de respecter sa responsabilité légale de prévenir un génocide. Il a été soumis par le Pakistan au nom de 55 des 56 États membres de l'ONU au sein de l'Organisation de la coopération islamique, à l'exception de l'Albanie, et il est coparrainé par la Bolivie, Cuba et l'autorité palestinienne. Pour revenir à ce document, le document demande qu'Israël mette fin à son occupation de territoire palestinien et cesse immédiatement son blocus de la bande de Gaza, ainsi que toute autre forme de punition collective. Il appelle tous les États à cesser la vente, le transfert et la livraison d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires vers Israël, afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire et des violations et abus des droits de l'homme. Le projet condamne l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action par Israël dans les zones peuplées de Gaza et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décisions militaires susceptibles de contribuer à des crimes internationaux. Il appelle les États à veiller à ce que l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, reçoive un financement suffisant et exige qu'Israël cesse d'étendre les colonies dans les territoires palestiniens. Alors, présentement, nous sommes en zone inondable et nous parlons à André Villeneuve. Il est maire de Lanoraie. Bon après-midi, Monsieur Villeneuve. Bon après-midi à vous aussi et à tous vos auditeurs. Monsieur Villeneuve, dites-moi, Lanoraie en zone inondable, c'est une partie de Lanoraie qui est en zone inondable. En fait, Lanoraie, on n'est pas vraiment touché. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en appui à l'ensemble des municipalités qui sont ce qu'on appelle le lac Saint-Pierre, autour du lac Saint-Pierre. Alors, si vous avez vu l'article ce matin dans le journal La Presse, je pense qu'ils font assez bien le tour de la situation. Et personne ne nie qu'on ne doit pas construire dans les zones inondables. Tout le monde reconnaît que c'est pas un endroit pour construire des maisons, bien sûr, ou des infrastructures. Mais le problème est ailleurs. Le problème, il se trouve au niveau de quelle est la bonne cote que l'on doit prendre pour déterminer les zones inondables ou non. Alors, il est là l'enjeu présentement. Quelle est la bonne cote? Expliquez-nous. La cote des eaux. La cote des eaux. Est-ce que c'est le niveau de l'eau, des eaux? Exact. C'est le niveau qui est... Il y a eu un premier rapport sur lequel tout le monde se base en 1990, qu'on appelle le rapport Lapointe, qui détermine une cote de haute pour les eaux, qui détermine vraiment une cote de la hauteur des eaux. Et cette cote-là a été revue par un spécialiste
M. Dupuis, d'ailleurs, qui travaille pour la communauté métropolitaine de Montréal aujourd'hui. Et donc, on appelle cela le rapport Dupuis, qui conclut que la cote des hautes eaux est présentement surestimée. Elle est trop haute pour le niveau de dangerosité, si on peut le dire comme ça, là, quant aux inondations. Ça fait une très grosse différence parce qu'il faut savoir que autour du lac Saint-Pierre, le dénivelé, si vous voulez, des terrains, là, il y a pas de pente ou presque, il y a très peu de pente, des fois de 1,5%. Alors, si vous ajoutez à la cote des hautes eaux 50 cm, ben ça peut venir aller chercher des hectares et des hectares de terre qui, en principe, ne sont pas touchés par la cote du puits, mais celle que le gouvernement utilise présentement, la cote La Pointe, fait en sorte qu'on vient de condamner des endroits qui, finalement, ont jamais vu la moindre goutte d'eau du fleuve Saint-Laurent de mémoire d'homme. Alors, c'est un peu ça qui est le débat présentement, là, et on demande au gouvernement de revoir la cote et de statuer le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir des cartes qui sont correctes quant à la délimitation exacte des hautes eaux pour les zones inondables. Et d'un côté, on comprend la position des maires. Mm-hmm. C'est les permis de construction qui ont été livrés à construire dans ce qu'on appelle les zones inondables. Donc, c'est une responsabilité, on pourrait dire, des municipalités? Ben, en fait, oui et non, parce que les permis qui ont été donnés à une époque étaient même validés par le gouvernement du Québec. La preuve en est que il y a présentement, il y a des maisons qui sont avec les nouvelles cartes qu'ils veulent faire. Là, il y aurait des maisons qui seraient déclarées zones inondables. On parle de centaines de maisons. Là. Et ces maisons-là, le gouvernement a donné des subventions pour construire l'aqueduc et les égouts. Alors, voyez-vous, alors là, ces gens-là, ils risquent de tout perdre. Là, demain matin, leur maison va perdre beaucoup, beaucoup de valeur. Et des fois, c'est le travail d'une vie, hein, une maison. Et ils ne pourront plus la revendre, ils pourront plus l'assurer parce qu'elles seront dans une zone déterminée par le fameux rapport La Pointe. Alors que le rapport de 2023, le rapport Dupuis, vient dire que non, il y a une surestimation du gouvernement de la cote des hautes eaux. Elle est surestimée de 50 cm minimum. 50 cm, c'est beaucoup. C'est énorme en terrain plat, là. C'est énorme parce que ça veut dire que l'eau peut s'étendre sur des hectares et des hectares, là. Alors, je disais d'un côté, les municipalités ont une forme de responsabilité. Vous mitigez la chose parce que le gouvernement du Québec s'y est mêlé aussi. Mais d'un autre côté, on peut comprendre le gouvernement du Québec qui, chaque fois, est appelé à contribuer, chaque fois qu'il y a des inondations, est appelé à contribuer, et c'est des millions et des millions, pour ne pas parler de milliards de dollars. On est d'accord avec ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre la délimitation d'une zone inondable. On est tout à fait d'accord avec ça. 2019 nous l'a montré, ça a causé des dommages importants. Personne ne veut revivre ça. Ce qu'on dit, c'est qu'avec la nouvelle carte que le gouvernement est en train de nous proposer, d'imposer aux municipalités, cette nouvelle carte-là, il faut absolument que le gouvernement tranche la question puis détermine de façon définitive, sur le plan scientifique, quelle cote doit-on prendre pour faire les nouvelles cartes. C'est ça l'enjeu. Quelle cote devrait-on prendre pour délimiter les nouvelles cartes? Si on n'a pas ces cartes-là, si le gouvernement ne vient pas trancher cette question-là, on vient condamner des centaines et des centaines de citoyens qui, je le répète, là, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu d'eau à cet endroit-là. Là. Yeah. Mais les nouvelles cartes du gouvernement font en sorte qu'ils les entraînent dans une nouvelle zone inondable qui, nous, on prétend que ce n'est pas une zone inondable. Alors, il faut trancher tout simplement. On demande au gouvernement de faire son travail, alors c'est un scientifique, bien sûr, toujours sur la science, basé sur la science. Et on semble parti du côté du gouvernement sur une certitude au point où on ne déroge même pas pour des cas spéciaux. Exact. Pardon, là, il y a vraiment une grosse lacune sur le plan humain. Vous avez vu le reportage dans la presse. Ça, c'est complètement fou, là. Il faut permettre à ces gens-là qui habitent là, qui sont là de toute façon, qu'ils puissent au moins aménager leur maison. Vous avez vu le cas de la dame là qui peut pas réaménager une salle de bain parce qu'elle est à mobilité réduite. Et puis là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là, présentement, elle est vraiment de façon, comme on dit,
équipés de façon rudimentaire pour pouvoir avoir pas une salle de bain, mais en tout cas, à tout le moins, pour pouvoir avoir un endroit là, adéquat là, pour ses besoins. Alors, il faut vraiment que la loi prévoie aussi des modalités, une certaine flexibilité là, pour justement qu'il y ait des gens qui puissent être accommodés dans certains cas comme ça humanitaires. Ce litige-là est vraiment, comment on pourrait dire, un dialogue de sourds entre les municipalités et Québec. C'est exactement le résultat que les municipalités soient plus proches du monde ordinaire, des pauvres gens que vous allez voir, visiter, etc., qui vit à côté de vous par rapport à Québec qui est loin de ces municipalités. C'est ça? Et le gouvernement fédéral, c'est encore plus loin. Encore plus loin. Vous connaissez l'adage, et peut-être que les gens ne la connaissent pas, mais vous savez que nous, les élus municipaux, nous avons le derrière le plus près du soulier du citoyen. Alors, ça, c'est vraiment, et c'est correct, ça fait partie de des tâches que nous avons, et on relève ce défi-là tous les jours, et on est très près de nos gens. Et évidemment, quand arrive des moments comme ça, comme le cas de la dame, là, je ne nommerai pas le nom, là, mais le cas de la dame dans la presse, les gens iront lire, là, c'est vraiment pathétique que le gouvernement là, ne puisse pas avoir une certaine flexibilité dans des cas comme ça. Et en plus, on dit le gouvernement, mais oui, c'est le gouvernement qui agit lorsque les fonctionnaires agissent. Mais c'est de voir ces fonctionnaires. Moi, j'imagine un fonctionnaire qui dit non. C'est plus qu'un maire, c'est plus qu'un père, c'est plus que le premier ministre, c'est plus que tout, comme on dit au Québec. Ben, je vous rappelle encore une fois une autre anecdote. René Lévesque, à l'époque, avait dit, puis je ne le citerai pas intégralement, je n'ai pas la phrase intégrale, mais il disait tout simplement ceci, il disait être premier ministre, c'est une chose, mais réussir à faire bouger la machine gouvernementale, ça, c'est autre chose. Ouais. Alors, il y a ça aussi, mais je pense que les gouvernements maintenant, je pense au gouvernement actuel, il est là depuis quand même deux mandats et demi, là. Alors, il comprend comment la machine fonctionne, puis s'il y avait vraiment la volonté de bouger, il bougerait. Bon, c'est un peu pour eux autres une patate chaude, là. On comprend, mais il va falloir à un moment donné aussi que le gouvernement écoute les municipalités. Quand je dis écoute, ben c'est qu'ils tendent l'oreille au moins, puis les écoutent, et puis qu'ils viennent trancher ce débat-là. Et je le répète, de façon scientifique. Vous avez raison. Absolument, parce que... Vous avez raison, on peut pas tolérer que les gens se construisent en zone inondable, mais de là à inventer une zone inondable en invoquant le principe de précaution, ben non, c'est pas un principe de précaution, là, c'est exagérément trop. L'écart entre les deux rapports scientifiques de 50 cm, ça cause un préjudice énorme à des centaines de citoyens qui ont construit leur maison. Ils n'étaient pas dans la zone inondable là, avant 2019, là, avant que le gouvernement revoie faire ce moratoire, là, un régime transitoire. Ils n'étaient pas dans les zones inondables avant le régime transitoire. Là, ils sont dedans. Alors, ils ont construit une maison. Je parle de centaines de maisons. À Masquinongé, je vous invite, si vous voulez parler au maire de Masquinongé, là, ça va lui faire un plaisir de vous parler. Il va vous décrire la situation encore mieux que moi parce que lui, il le vit vraiment. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, donc, on espère que cette chose-là se règle vraiment pour le bien-être de tout le monde, mais qu'on y aille surtout avec les normes scientifiques, hein? Toujours. Et parce que je ne dirais pas du mal de ce gouvernement, trop souvent, on y va avec le pif pour plaire ou juste pour déplaire quelquefois à des membres de la population, mais ça n'a pas d'allure. Oui. Puis parfois aussi, il y a certaines personnes qui sont trop idéologues, si on peut le dire comme ça. Poliment, là, idéologue, à un moment donné, il faut voir les choses selon les faits. Alors, mettons les faits sur la table et prenons des décisions à partir des faits que nous connaissons et des différents rapports. Vous savez, le fleuve Saint-Laurent, là, présentement, comparativement à il y a des décennies, là, il est très bien contrôlé. Il y a des barrages en amont. Alors, il est très bien contrôlé en termes de capacité de pouvoir abaisser ou augmenter le niveau du fleuve Saint-Laurent là, à partir de Montréal jusqu'au lac Saint-Pierre. C'est très faisable. Ils n'ont pas de difficulté. C'est très bien contrôlé. Alors, il y a des nouvelles données scientifiques aussi qui apparaissent au tableau. Alors, il faut les rentrer dans l'équation, ces nouvelles données scientifiques-là, qu'on n'avait pas en 90 lors du rapport Lapointe, sur lequel le gouvernement se base.
On a des nouvelles données scientifiques. Mettons-les dans l'équation. Appuyons sur Enter et l'ordinateur va me donner la réponse parce que là, il faut vraiment trancher ce débat-là. Voilà. André Villeneuve, maire de Lanoraie, je vous remercie, Monsieur Villeneuve, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi de ce débat extrêmement intéressant et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir.